Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes économiste, professeur des universités à l'Université Paris 13, spécialiste de l'économie de la culture et des médias. Vous animez plusieurs émissions sur le site Rue 89. Oui. Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un petit ouvrage dans la collection Repères à la découverte, qui s'appelle L'économie de la culture, et qui aborde en général les aspects économiques des médias culturels. D'abord, essayons de replacer un petit peu la situation de l'économie du livre en général par rapport aux autres industries culturelles depuis une dizaine d'années. La plus ancienne des industries culturelles va pas si mal. Même si cette année les ventes ont un petit peu baissé, même si nombre de librairies ont un petit peu de mal à finir l'année dans de bonnes conditions, en tous les cas aller vers l'été dans de bonnes conditions, c'est vrai que le livre va pas si mal et il est assez résistant par rapport à la crise. On dit même parfois qu'il est contracyclique. C'est-à-dire que quand il y a des crises, les gens se retournent vers des valeurs sûres, vers des loisirs un petit peu sûrs, et le livre en fait partie. C'est vrai que le livre continue de tenir une place absolument fondamentale. Pour donner un exemple, c'est le cadeau principal au moment de Noël. Et dans le fond, ça dure quoi qu'il arrive. Donc il y a le référent livre est absolument essentiel, ça c'est un premier point. Et puis, c'est une industrie qui est quand même structurée, qui est organisée, dans laquelle on trouve en plus toutes les structures possibles, depuis les très grands groupes comme Hachette d'abord et Editis en second lieu, des groupes moyens, des petites entreprises qui sont souvent très innovantes. Donc on a un peu toute la palette des possibles dans le domaine du livre. On a une politique du livre qui est assez... je dirais vertueuse, sans être trop clientéliste. Depuis 10 ans, comment voyez-vous l'arrivée du média Internet sur ce secteur du livre? Alors, pour le livre, Internet a eu beaucoup de chance, parce que c'est venu doucement. Le livre numérique arrive à peine, tout le monde en parle, on va en parler, mais c'est un tout petit pourcentage du marché du livre. En revanche, c'est vrai que de plus en plus de livres se vendent par Internet, et en particulier par Amazon, mais aussi par d'autres sites, qui peuvent être des sites de libraires, ou la FNAC, etc. Donc c'est vrai qu'Internet est arrivé, mais je dirais que les éditeurs et les libraires ont eu un peu de chance, au sens où ça n'a pas été le tsunami qu'on a connu pour la musique, qui a perdu la moitié de son chiffre d'affaires en quelques années. Comment voyez-vous, dans un tel contexte du livre en général, l'arrivée du livre numérique? Beaucoup de Français disent qu'ils ont lu des livres numériques, mais c'est quelque chose qui me laisse un petit peu perplexe, parce que d'abord l'offre est toute petite, elle est encore mal connue, il faut être équipé, alors c'est peut-être lire quelques pages d'un livre numérique sur lesquels on tombe à travers un site qui propose ces quelques pages. Donc ça demanderait à être précisé, et finalement lire un livre numérique c'est quand même toute une affaire. Les éditeurs sont extrêmement préoccupés par le livre numérique. C'est vraiment au cœur de ce qu'on pourrait appeler leur stratégie, leurs préoccupations, quelquefois même leurs inquiétudes. Les lecteurs en parlent un peu, inégalement. Les auteurs en parlent avec une certaine inquiétude, eux aussi. Mais dans le fond, à la fois, donc, c'est extrêmement important et c'est tout petit dans le marché et on ne sait pas de quelle manière ça va se développer. Justement, comment voyez-vous le marché français par rapport à ce retard qu'il y a par rapport à d'autres pays? C'est vrai qu'aux États-Unis et au Japon, par exemple, pour des raisons extrêmement différentes, le livre numérique représente autour de, parce que c'est pas très clair, ça dépend des statistiques, autour de 10%, disons, du marché du livre, ce qui est quand même pas mal. En France, on est en dessous de 1%. Donc entre les deux, il y a sans doute quelque chose qui va se développer. Et des pays comme l'Allemagne, L'Allemagne, c'est à peu près comme nous. À peu près comme nous. Oui. C'est lent encore. Alors c'est lent pour plein de raisons. D'abord parce que les usages sont lents à démarrer. Et c'est vrai que l'offre n'est pas pour l'instant très attractive, elle est mal connue, elle est un peu dispersée, les éditeurs ont beaucoup hésité quant à leur stratégie par rapport à l'App Store, c'est-à-dire aux ventes qui transitent par Apple. Donc on est encore dans un moment de tâtonnement, qui est un tâtonnement commercial, un tâtonnement technologique aussi, c'est qu'on ne sait pas très bien encore quels sont les formats qui vont s'installer, peut-être dominés. D'abord pour les éditeurs, il y a une première préoccupation qui est essentielle, c'est de convertir leur catalogue. C'est-à-dire de faire en sorte que leur catalogue, soit en totalité, soit en presque totalité, soit disponible sous forme numérique. Pour cela, d'ailleurs, ils ont reçu, pour certains, une aide de la part des pouvoirs publics. Donc il y a ce premier travail-là qui va permettre peut-être de donner une deuxième vie au catalogue. Et ça, ce serait quand même un des intérêts du numérique,
que de pouvoir offrir cette deuxième vie à des livres qui ne sont pas nécessairement commercialisés. Une bonne librairie, elle a déjà un nombre de titres extrêmement important qui ne lui permet pas de faire connaître toute la variété des fonds de catalogue. Donc ça, c'est un point intéressant. La deuxième chose, les éditeurs, il faut qu'ils trouvent leur place, au sens où il faut qu'ils inventent des modèles. Et plutôt qu'un modèle, j'ai envie de dire des modèles, parce qu'il y aura sans doute des modèles. On vendra des livres à l'unité, comme on vend les livres aujourd'hui. Bon, ça c'est un premier modèle, mais on peut tout à fait inventer d'autres modèles. On peut avoir envie d'être abonné à toute la collection blanche de Gallimard, par exemple. En revanche, on peut avoir envie de n'avoir que quelques recettes de cuisine. Pour les romans, ça va être très lent, parce que, dans le fond, les romans, on aime bien les lire d'une manière habituelle, c'est-à-dire sur du papier. Le livre numérique se prête particulièrement aux romans, je dirais, faciles. De la littérature presque jetable, ou alors aux best-sellers dont tout le monde parle et qu'on va lire dans le métro. Et puis il y a une deuxième fraction, si je peux dire, du roman qui à mon avis se prête aussi beaucoup au livre numérique, c'est le roman qu'on a déjà lu, qu'on aime, qu'on a relu, qu'on a éventuellement sous forme papier chez soi et qu'on a envie d'avoir en plus dans son ordinateur. Ce marché du livre enrichi dont on parle tellement là, à travers l'iPad, avec des applications, qu'est-ce que vous en pensez? Où là l'économie est complètement différente pour l'instant, c'est du gadget, et pour l'essentiel, ou de la recherche-développement. Tout dépend comment on le voit. En tous les cas, ce sont quelques fonctionnalités nouvelles qui sont associées à la lecture d'un livre, mais je pense qu'on peut en faire autre chose. D'abord, dans le domaine pédagogique, je pense qu'il y a plein de choses à faire pour associer le livre, l'image animée, l'image fixe, la musique. Vous pouvez avoir plein de choses comme ça qui vont s'ajouter sans être là du gadget, mais qui seront éventuellement un plus. Voilà. Et puis des fonctionnalités, c'est-à-dire des liens qui vont vous amener vers une grande conférence. Et là, ça devient très intéressant. C'est des couches successives qu'on peut proposer au lecteur. Alors je voudrais aborder avec vous aussi un point qui fait débat aussi, c'est cette grande peur du gratuit. Antoine Gallimard, il y a quelques semaines, dans une interview dans Le Monde. Qu'est-ce que vous en pensez de cette dégradation de la valeur Alors le gratuit non piraté, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle économique qui existe, qui se développe, qui consiste à dire on va vendre un bien et pour pouvoir valoriser ce bien, on va en vendre un autre en même temps. En général, c'est de l'espace publicitaire à des annonceurs. La question, c'est quand on met le pied dans le gratuit, est-ce qu'ensuite on continue d'arriver à faire payer les gens? On le voit d'ailleurs dans la musique, où pourtant, alors là, la gratuité est développée, qu'elle soit légale ou illégale, est extrêmement développée. Or, on voit des modèles de non-gratuité qui se développent. En revanche, ce qu'on observe en tant qu'économiste aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce sera dominant, c'est quand même une montée des pratiques d'abonnement au détriment des pratiques d'achat à l'unité. Et ça, c'est vrai que ça peut être un peu inquiétant pour le marché du livre, qui est un marché qui est entièrement pensé à l'unité. Alors, deuxième aspect, justement, vous avez commencé à l'aborder, le piratage, là, comment... Ça hante, c'est la grande hantise des éditeurs depuis qu'on en parle du numérique. Ils ont raison. Comment vous voyez ce... Tout le monde a peur du piratage, et pour cause. Le piratage, c'est du chiffre d'affaires en moins. Alors je crois qu'il ne faut pas avoir une vision trop monolithique du piratage. Il me semble qu'il y a différentes sortes de pirates. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'a manqué la loi Hadopi, en tous les cas dans la communication qui l'a accompagnée. Et finalement, c'est très difficile de dire qu'il y a des bons pirates et des mauvais pirates. Mais vous avez une part du piratage qui est en fait une première façon d'aborder les biens culturels. Et s'ils vous plaisent, vous les achetez. Alors, je ne suis pas du tout en train de défendre le piratage, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes modalités, jusqu'aux pirates qui sont franchement mafieux. Je crois que quand l'offre est vraiment de qualité, que les gens ont l'impression que le prix est un prix, comment dire, juste, sincère. C'est quoi le prix juste et sincère, selon vous? C'est un prix qui est moindre. Moindre. Il est moindre, pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des coûts qui disparaissent, même s'il y en a d'autres qui apparaissent. C'est vrai qu'il y a des coûts de stockage, de distribution physique, etc., qui sont lourds et qui disparaissent. Donc il y a d'autres coûts, mais une chose dans l'autre, on est quand même avec un différentiel de coûts de l'ordre de 30%. Donc il faut absolument que les gens le retrouvent. Mais c'est vrai qu'il faut que l'offre soit de qualité, qu'elle soit très accessible, qu'on ne nous propose pas que les best-sellers,
qu'il y ait un système de recommandation intelligent qui nous fasse remonter sur des fonds de catalogue, sur des livres qu'on n'aurait pas découverts autrement. Et là, le numérique prend son sens. Mais c'est vrai, il ne faut pas non plus raconter d'histoire, être angélique, le numérique détruit la valeur et fait arriver surtout dans le champ des industries culturelles des acteurs qui viennent d'autres activités économiques et qui vont récupérer une partie de cette valeur. Ouais. Là, vous pensez à des opérateurs, je pense aux grands opérateurs qui peuvent venir des télécoms, de l'informatique, ça peut être aussi les grands distributeurs type Amazon. Et les libraires, ce sont des commerçants, mais ce sont des commerçants qui ont une marge qui est très faible. Hein. Et les petits libraires, qui ne sont pas, je dirais, des références chez qui on va aller, leur sort va être compliqué. Je pense qu'ils vont être obligés de diversifier leurs activités. Et c'est pas facile, hein, parce que être libraire, ça ne veut pas dire nécessairement vendre la papeterie ou toute autre chose, ou être salon de thé ou je ne sais trop quoi. Et puis, c'est vrai que si une partie des achats se fait sur Internet, peut-être sur des sites de libraires, mais peut-être ailleurs aussi. C'est vrai qu'ils perdent une petite partie du marché. Oui, c'est des points qui et vont comme ce sont des entreprises extrêmement fragiles, c'est vrai que on peut voir disparaître une partie des librairies, oui. On vient d'adopter une loi sur le prix unique de livres numériques, mais je pense que c'est pas trop le sujet. La question, c'est vraiment de savoir, est-ce qu'on veut avoir des librairies comme on en a, qui ont été largement aidées du point de vue de leur vie ou de leur survie par la loi Lang, mais dans le monde physique. Bon, alors qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut garder ce réseau de librairies parce qu'il représente quelque chose, non seulement pour le livre, mais pour la vie sociale? Ouais, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et ça n'est pas que la question des librairies indépendantes qui se pose. C'est vraiment la question de tout ce tissu extrêmement riche qui va depuis le tout petit libraire qui a quelques livres jusqu'à la grande et belle librairie comme celle où nous sommes aujourd'hui. Ouais. Comment voyez-vous une politique européenne s'organiser sur le sujet? Est-ce qu'il y a des échos dans d'autres pays sur ces sujets-là? Une politique européenne, ce serait déjà une politique qui accepte l'idée d'un taux de TVA réduit sur les produits numériques. C'est une politique avec une vraie grande librairie européenne, bibliothèque européenne, ça traîne beaucoup tout cela. C'est une politique de défense du droit d'auteur, c'est vrai, ça, ce sont des grands chantiers qui sont en route, mais c'est vrai qu'en même temps, les grands acteurs américains sont là, et c'est vrai que quand on observe ce qui se passe dans les télécommunications, il y a un transfert de valeur vers ces acteurs qui d'une part sont américains, et d'autre part, sont ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle un peu comme le resquilleur dans l'autobus, celui qui ne paye pas son transport, mais qui profite parce que les autres ont payé, et donc le bus roule. Et donc c'est vrai que le type de résistance qu'on peut avoir, c'est de continuer à jouer la qualité, hein, l'offre diversifiée, etc. Mais c'est vrai qu'on entre dans une période qui sera difficile pour les industries culturelles.